Donc, nous avons hier planté le décor dans lequel s'expriment là les demandes et les commandes. Et nous l'avons un petit peu habillé, ce décor. Et nous allons, à partir d'aujourd'hui, donc, essayer d'aller plus avant dans la compréhension de ce concept de demande qui fait l'objet de ces journées d'études. Alors pour ça, nous avons invité ce matin le docteur Nicolas Girardon, que je vais vous présenter rapidement. Le docteur Girardon donc, est pédopsychiatre. Je lis là sa présentation parce qu'il y a des détails particuliers. Au Centre médical et pédagogique pour adolescents de Neufmoutier-en-Brie, Fondation Santé des étudiants de France. Alors, vous nous expliquerez, docteur Girardon, en quoi consiste cette fondation et ce qu'elle propose aux étudiants. Voilà. Et vous êtes aussi responsable, chef de service d'une unité de soins dont vous me disiez à l'instant qu'elle accueille des adolescents étudiants, donc, pour troubles psychiques, mais aussi pour troubles somatiques, ce qui vous permet d'avoir une vision globale des interactions ou des relations entre ces deux types de troubles. Vous nous en direz aussi peut-être quelques mots. Alors, je voudrais vous dire aussi en quelques mots comment nous nous sommes rencontrés, puisqu'il s'agit entre nous d'une rencontre. Elle s'est faite à partir d'un article donc, que vous avez écrit, intitulé « La peur du monstre », l'adolescent ou la peur du monstre. C'est le titre complet, qu'on peut trouver sur le site Kern, que beaucoup ici sans doute connaissent. Et donc, voilà, la lecture de cet article nous a fait penser qu'il serait intéressant de travailler avec vous et que vous nous éclairiez justement à la fois cette approche que vous avez de l'adolescence en général, et en particulier de la demande des adolescents qui vous est adressée. Alors cette demande, elle est bien entendu différente de celle qui nous est adressée à nous autres psychologues éducation nationale, puisque c'est une demande dont vous dites elle part de plaintes corporelles, c'est-à-dire de troubles physiques, avant de s'exprimer dans une demande d'aide. Voilà. Alors, c'est une raison supplémentaire qui nous a fait nous rencontrer, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à nous apporter dans ce qui apparaît quand même dans votre titre de la plainte corporelle à l'expression d'une demande d'aide. Vous avez beaucoup à nous apporter justement sur la manière de répondre, peut-être, à ce qui nous est, à nous autres, adressé à la fois en termes de plaintes qui, éventuellement, peuvent devenir des demandes d'aide. Je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Merci au comité d'organisation de m'avoir convié à cette journée de travail et à ces journées de travail. En particulier Denis Thor, qui s'était intéressé de près à cet article qui est sorti en 2011 sur la question de la monstruosité à l'adolescence. Alors effectivement, j'exerce depuis une quinzaine d'années dans une clinique qui accueille autant de pathologies, on va dire, psychiatriques, chroniques, que de pathologies dites somatiques. Des adolescents qui souffrent d'une maladie chronique ou d'un handicap physique acquis la plupart du temps, suite par exemple à un accident de la voie publique, puisque c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, je pense que vous le savez. Et donc ça crée une morbidité importante aussi, des traumatismes crâniens graves, des blessures médulaires qui entraînent parfois des séquelles en partie irréversibles. Et on accueille aussi dans cette clinique des jeunes qui
se sont mis en danger gravement et qui ont donc eu un geste malheureux, avec des grosses conséquences. Donc, on accueille notamment des jeunes qui se sont défenestrés du 3e étage, du 5e étage. Enfin, parfois les chutes sont extrêmement spectaculaires et ils ont survécu, tant bien que mal, passage en réanimation, etc. Et ils sont réparés dans cette clinique parce qu'il y a un service de rééducation fonctionnelle, mais ils sont également accompagnés sur le plan psychique et donc je coordonne ces actions d'accompagnement dans cette unité justement dédiée à l'accueil de ces jeunes qui ont fait un geste suicidaire très grave. D'ailleurs, à propos du thème de votre journée, on voit qu'il est à ce moment-là très important, quand ces jeunes ont pu survivre, il est très important de repérer s'il y avait eu des demandes indirectes, au fond. Est-ce qu'il y avait eu des messages adressés à l'entourage ou pas? Et donc on essaie de faire notre enquête. C'est un peu comme une enquête de police. Je crois que c'est très important parce que ça permet de comprendre mieux ce que c'est que la crise suicidaire. Je sais qu'à l'Éducation nationale, c'est l'objet quand même de beaucoup d'inquiétudes. Vérifier que les jeunes ne sont pas suicidaires, donc on essaie de faire de la prévention. Et donc, le fait de rencontrer des dizaines et des dizaines d'adolescents qui ont commis un geste extrêmement grave, extrêmement violent, parfois au sein de l'établissement scolaire, par exemple, avec toutes les répercussions que ça peut avoir par la suite, pour l'équipe pédagogique, pour les élèves, etc. Eh bien, le fait de pouvoir enquêter minutieusement sur finalement comment a émergé cette crise suicidaire, ça me paraît tout à fait fondamental, ensuite pour donner des billes pour la prévention, pour que la prévention soit plus efficace. Et alors, petit à petit, dans cette unité qui accueille autant de pathologies finalement physiques, nécessitant cet accompagnement psychologique et psychiatrique, eh bien, on a vu émerger des demandes, depuis quelques années, des demandes qui au départ me paraissaient tout à fait étranges. C'était des formes d'expression que je ne connaissais pas, c'est des pathologies douloureuses chroniques. Et c'est un peu là-dessus que je vais axer ma présentation, parce qu'au fil des années, on a acquis, si vous voulez, un certain recul sur ces pathologies qui en général sont très mal comprises par les médecins de rééducation, les médecins de la douleur, parce que c'est des pathologies qui n'évoluent pas normalement. C'est-à-dire que l'évolution n'est pas médicalement explicable. Voilà. Mais elles sont également très mal connues des psys. Puisque si on n'en voit pas, si on n'en soigne pas, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, avant de travailler dans cet établissement, je ne savais pas que ça existait. Et donc, je vais vous faire partager mon expérience. Alors, pourquoi ça me semble aussi intéressant d'aborder cette question de la douleur chronique? C'est parce que vous savez très bien que, au fond, les plaintes somatiques sont très fréquentes chez les jeunes scolarisés. Il semblerait même qu'elles soient de plus en plus fréquentes en Europe, si vous regardez la littérature médicale sur le sujet, les enquêtes épidémiologiques. Eh bien, on aurait une augmentation de la fréquence des plaintes somatiques, et vous savez aussi que c'est à l'origine d'un certain nombre de problèmes, notamment un problème d'absentéisme scolaire. L'enfant reste à la maison, il se plaint, alors il ne fait pas de demande particulière, mais il se plaint. Les adolescents, ils se plaignent, c'est connu, mais ils ne font pas forcément beaucoup de demandes. Et ces plaintes, font que ces jeunes vont avoir pas mal de jours d'absence. Alors, ce qui arrive statistiquement dans les enquêtes en première position, c'est les difficultés d'endormissement, et toutes les répercussions que ça peut avoir évidemment sur leur présence à l'école, leur présence psychologique à l'école le lendemain, mais aussi les douleurs, donc le mal de dos, le mal de tête, les douleurs abdominales. On retrouve cette fréquence de douleurs dans les consultations douleurs, dans les centres douleurs, et là, les douleurs abdominales, je crois, arrivent en tête, des problèmes évoqués, les céphalées, les migraines, ça c'est un peu mieux connu, mais aussi des douleurs musculo-squelettiques. Mon sujet va essentiellement porter sur la douleur musculo-squelettique, puisque j'interviens dans un service donc, de rééducation fonctionnelle. Donc forcément, ça a des répercussions sur,
la mobilité, sur la question de la motricité, etc. Les filles se plaignent plus que les garçons, statistiquement toujours, et prennent plus de médicaments antalgiques. Et c'est vrai que nos statistiques à nous, dans la clinique, montrent qu'il y a, on va dire, sur 3, il y a à peu près 2 filles sur 3 adolescents qui est hospitalisée pour des douleurs chroniques. Et que cette prévalence des plaintes somatiques augmenterait avec l'âge, c'est-à-dire, vous voyez, il y a 13% de plaintes somatiques entre 2 et 6 ans, et il y a 23% de plaintes somatiques de 13 à 17 ans. Ces chiffres, à mon avis, ne vous surprennent pas beaucoup, mais déjà, ça introduit le sujet, c'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on va faire de ces plaintes somatiques, surtout quand elles sont répétées, et qu'elles sont à l'origine, parfois, pas forcément d'un décrochage scolaire au début, mais en tout cas d'absentéisme problématique. Alors, je rappelle ce que c'est qu'une plainte somatique. Je vais utiliser le terme de plainte fonctionnelle, qui est le terme, à mon avis, le plus juste sur le plan scientifique. Ce sont des changements dans le fonctionnement physique, suggérant une maladie somatique, mais sans pathologie organique démontrée. D'accord ? Donc, la pathologie n'est pas explicable médicalement. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on ne pourra pas l'expliquer médicalement, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Bon. Et en général, on associe à ces changements dans le fonctionnement physique des facteurs psychologiques. Donc, on peut retrouver des facteurs psychologiques, et c'est évidemment une partie de notre travail quand on s'occupe des patients douloureux chroniques. Il s'agit le plus souvent d'une ou plusieurs plaintes. Donc il peut y avoir aussi des plaintes qui tournent. Au début, on a mal à la tête, et puis après, on a mal au dos, puis on a mal à la cheville, etc. Et on note aussi en général des signes de mal-être. Mais il n'y a pas de demande particulière, si ce n'est « j'ai mal ». Voilà. Donc, je vous propose de retenir cette terminologie, troubles médicalement non expliqués. On peut parler de troubles fonctionnels somatiques. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien sur le plan somatique. Et il faut considérer que ce sont des diagnostics, même s'ils sont difficiles à faire, eh bien, il ne faut pas considérer que ce sont des diagnostics d'exclusion. C'est-à-dire que souvent, le problème de ces jeunes patients, c'est qu'on leur dit qu'il n'y a rien. Ou alors, voire pire, c'est dans la tête. Et comme c'est dans la tête, il n'y a rien. Et c'est une condensation un peu facile, si vous voulez. Donc il faut considérer que c'est des diagnostics positifs, c'est un trouble fonctionnel, non explicable médicalement en 2019. Voilà. Alors on met de côté évidemment les troubles dits factices. Les troubles factices, c'est des troubles créés, produits par un certain nombre de manœuvres, de réalisations. Par exemple, c'est l'enfant qui met le thermomètre sur le radiateur, qui dit à sa maman qu'il a de la fièvre, il ne va pas à l'école. Bon, c'est le cas le plus classique. Donc les fièvres inexpliquées, les lésions cutanées inexpliquées. Tout d'un coup, un enfant se retrouve avec des tas d'hématomes et il dit ben non, je ne me suis pas cogné. Alors, il ne dit pas forcément la vérité, il ne dit pas toute la vérité. Ça, c'est des troubles factices. Donc, on se crée des lésions, mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi elles sont arrivées, ces lésions. Et puis, on met de côté aussi les simulations, qui sont encore différentes des troubles factices. Quand on simule, c'est pour... alors, on ne crée pas de maladie particulière, on fait semblant d'avoir une maladie. Donc, il y a quand même une nuance à faire entre la simulation et le trouble factice. Alors, dans les troubles factices, on inclut aussi les troubles engendrés par les parents. Malheureusement, vous savez qu'il existe un syndrome qui est décrit depuis longtemps, le syndrome de Munchausen par procuration, où certains parents vont être amenés à créer une maladie chez l'enfant, injecter de l'insuline par exemple pour créer des hypoglycémies, et ne pas dire aux médecins que c'est les injections d'insuline qui sont à l'origine du malaise, voire du coma. Heureusement, ces syndromes sont quand même exceptionnels, mais dans notre pratique, encore une fois, on accueille beaucoup de jeunes avec des pathologies médicales tout à fait réelles. Par contre, on accueille des diabétiques,
On accueille les syndromes rares, on accueille les maladies de système, on accueille les drépanocytoses, etc., etc. Pour ces pathologies, on a parfois des situations familiales qui font que certains parents vont aggraver les pronostics de la maladie, parce que c'est eux-mêmes des personnes très vulnérables, et ils vont tout faire pour compromettre le pronostic de certaines maladies. Je pense notamment à un cas qu'on avait eu où l'enfant était épileptique, réellement, si vous voulez, prenez des médicaments, mais la maman faisait tout pour entraver la bonne marche du traitement. Donc cet enfant faisait continuer de faire des crises continuellement parce que la maman modifiait en permanence le traitement. Voyez. Donc il y a parfois une maladie qui existe, qui est repérée, qui est tout à fait authentique, et l'environnement risque malheureusement de modifier le pronostic de mauvaise façon. Alors dans les classifications internationales, essentiellement nord-américaines, bon, la CIM-10, le DSM-5, ça vous dit sûrement quelque chose, hein. On parle de troubles somatoformes dans la CIM-10, donc ici comprendre comment ça marche, ces plaintes somatiques chroniques, hein. Et puis dans le DSM-5, ça a un peu changé la formulation par rapport au DSM-4, on parle de troubles à symptomatologie somatique et apparentée. Ou alors le trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle, et ça, ce sont les conversions, vous savez, c'est la perte, on perd l'usage d'un membre, on perd l'usage, par exemple, de la vue, on ne voit plus, on devient sourd, et ces conversions, on en reçoit aussi dans notre clinique, mais je ne vais pas parler précisément de ces phénomènes cliniques, je vais plutôt me recentrer sur les douleurs chroniques. Alors, pour la petite histoire, je vous le dis ou je vous le rappelle, je vous informe de cela, il ne faut surtout pas considérer, par exemple, que les épisodes de conversion qui plus est chez l'enfant ou l'adolescent sont d'origine hystérique. Parce que vous savez, classiquement, on a associé, Freud le premier, hein, il a associé l'idée que finalement, si on faisait un épisode de conversion, on souffrait d'une névrose hystérique. Bon. Alors il faut faire très attention parce qu'en fait, l'épisode de conversion n'arrive pas du tout particulièrement chez les enfants dits hystériques. Il n'y a aucune corrélation scientifique ne maintient ces hypothèses. Hein. On peut faire une conversion même quand on a un trouble grave du développement, même quand on est schizophrène. Là, hein. Il n'y a aucune corrélation. Et je pense qu'il faut un peu bannir ce terme d'hystérie, qui pour moi ne veut rien dire du tout. Hein. Pourtant, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question depuis que je suis psychiatre, mais si vous voulez, c'est un terme un peu désuet et qui est vite péjoratif. Alors, moi j'ai tendance à me ranger, je ne suis pas très politiquement correct, hein, vous allez voir, mais j'ai tendance un peu à me ranger pour certaines choses du côté des classifications nord-américaines, qui sont un peu moins théoriques, hein, mais du coup, on préjuge moins de ce qu'on va trouver. On reste un peu plus ouvert et à des modèles complexes. Hein. On n'est pas tout de suite dans l'interprétation. C'est une conversion, donc c'est l'hystérie. Dans notre expérience, c'est pas vrai. Hein, nous, les jeunes qui font des épisodes de conversion, c'est pas du tout des névroses hystériques, et la question du désir n'y est pas pour grand-chose, à mon avis, en particulier du désir inconscient. Ça, je peux vous le dire. Hein. C'est plutôt des personnalités très abandonniques. Ça n'a aucun rapport avec la névrose hystérique flamboyante de Freud. Alors, les plaintes qu'on peut rencontrer, eh bien, je vous le disais, elles peuvent toucher le système musculo-squelettique, c'est en particulier des douleurs articulaires. Il peut y avoir des plaintes digestives. Alors, vous savez, vous avez sûrement été confronté un jour ou l'autre à des enfants qui souffraient de phobie scolaire. Enfin, alors là, encore une fois, j'aime pas ce terme, c'est un terme français, mais je n'aime pas, parce que c'est des enfants en réalité qui n'ont pas peur de l'école. Et alors, c'est mal vécu en général par les enseignants, parce qu'ils disent, mais quoi, il a peur de nous, qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est vrai, hein. Ils n'ont pas peur de l'école en réalité. Hein. Souvent, ils ont des angoisses de séparation majeures, ils ont peur de se séparer de la maison, mais ils n'ont pas peur vraiment de l'école. Voilà. Donc c'est un mauvais terme. Bon. Je préfère le terme de refus anxieux scolaire, qui est plus juste, et puis qui est moins théorique. Parce que si on injecte d'emblée de la théorie, on s'empêche de penser parfois. Il
pas être trop théorique tout de suite. Je pense qu'il faut observer ce qui se passe cliniquement, déjà c'est très bien. Bonne observation clinique, en tenant compte des différents points de vue. Hein, parce que la clinique des adolescents, c'est croiser les différents regards. C'est pas uniquement un entretien qui va durer 20 minutes. On ne connaît pas un adolescent sur un entretien de 20 minutes, c'est pas vrai. Hein. Donc il faut savoir croiser les regards, le regard de l'éducation nationale, le regard du thérapeute, s'il y en a un, le regard du médecin de famille, pourquoi pas, le regard éventuellement du juge pour enfants, quand un adolescent a commis des actes délictueux. Et donc, voilà, donc les refus anxieux scolaires sont générateurs de ce qu'on appelle des hémétopholies. Alors vous avez sûrement rencontré ça aussi, c'est les enfants qui ont peur de vomir constamment. Donc, quand ils arrivent à aller à l'école, vous voyez, ils demandent d'aller aux toilettes, donc ils sortent de la classe parce qu'ils ont peur de vomir, ils ont peur d'avoir des troubles digestifs. Voilà. Ça sollicite parfois l'infirmerie, parfois le psychologue scolaire, l'établissement, etc. Bon. Et puis vous avez également les troubles neurovégétatifs, donc les malaises, les palpitations, les vertiges, etc. Vous avez parfois des formes beaucoup plus spectaculaires, les pseudocomas. Et là, ça fait très peur en général, parce qu'on appelle le SAMU, et les crises non épileptiques qui peuvent mimer des crises d'épilepsie. Vous avez les situations de fatigue, d'endormissement, et donc l'adolescent utilise l'infirmerie aussi plus ou moins continuellement. Vous voyez, je me souviens d'une situation comme ça, la gamine avait fréquenté l'infirmerie pendant des mois et des mois, tous les jours elle allait à l'infirmerie, et en fait les parents n'avaient pas été vraiment prévenus de cette situation, et la gamine dormait à l'infirmerie. Bon. Et un jour elle s'est défenestrer. Voilà. Donc il faut savoir repérer quand même quand les symptômes durent, il faut savoir donner l'alerte, parce que là je pense que l'infirmière scolaire, c'était quelqu'un de très compétent, hein, c'est pas le problème, mais elle n'avait, voilà, elle s'était peut-être, elle avait été abusée par le fait qu'en apparence il y avait une demande. Vous voyez, on va à l'infirmerie et on dort. C'est pas inutile, hein, on va se reposer. Sauf que, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Une dépression majeure. Et un jour, il y a eu la catastrophe. Alors, heureusement, elle a été réparée, et heureusement, on a pu travailler avec la famille. À propos des demandes, justement, situation très récente, une jeune fille anorexique, connue pour son anorexie, suivie par un pédiatre de la région parisienne, un pédiatre hospitalier, dans un service universitaire, oui, pas de problème, hein, bien pris en charge. Et elle va être hospitalisée pour son anorexie mentale, une anorexie assez typique. Alors là encore, c'est le corps qui s'exprime, hein, je ne vous apprends rien. D'abord, que le corps. Comment ça va, mademoiselle? Moi, ça va très bien. Bon, bah, écoutez, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc là, il n'y a pas de demande de soins, hein, vous êtes d'accord? Bon. Très longtemps, chez l'anorexie, il n'y a pas de demande de soins. Il n'y a pas de conscience de difficultés réelles. Il y a une méconnaissance, une non-conscience même du problème psychologique. Et donc, c'est le corps qui s'exprime. C'est pour ça que les pédiatres prennent en charge parfois beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt ces jeunes filles que les psys, parce qu'il y a une urgence vitale. C'est-à-dire que quand ça traîne, eh bien, elles vont à l'école par contre, là, il n'y a pas de problème. Elles ne vont pas à l'infirmerie, celles-là. Mais si elles vont à l'infirmerie, quand elles sont épuisées. Oui. Voilà. Elles réussissent souvent très bien à l'école. Elles réussissent très bien à l'école, mais elles ne vont pas souvent à l'infirmerie. Et bref, donc, je vous résume la situation. Elle est hospitalisée à 2 reprises en pédiatrie et elle ne parle jamais de son envie de se suicider. Le pédiatre, qui est très hyper informé de tout ce qu'il faut faire pour prévenir le risque suicidaire, va lui passer des batteries de tests pour éliminer un risque suicidaire. Voilà, aucun problème. Donc c'est une anorexie simple, entre guillemets, bon, pour le pédiatre. Et puis un jour, il y a un concours de français. Donc on lui propose de faire ce concours. C'est une fille, comme vous dites, brillante, intelligente. Et donc, elle fait ce concours de français. C'est sur le thème de l'hiver. Et elle écrit un texte. J'ai oublié de vous emmener, mais bon, je vais résumer. Et ce texte, il est anonyme puisque c'est un concours. Et quand l'enseignante qui est chargée de récupérer les copies lit le texte, elle est effrayée
par le contenu du texte. Et en fait, elle ne parle pas d'hiver, elle parle de sa maladie. Donc elle fait une prose métaphorique sublime sur sa maladie. Elle fait métaphore de l'hiver, c'est sa maladie. Donc elle parle d'une maladie qui risque de la tuer, qui risque de se débarrasser de son corps, etc. etc. quand même. Hein, bon. Il faut lire entre les lignes, enfin c'est tellement bien écrit qu'on comprend tout de suite. Hein. C'est quasiment de Amélie Nothomb, si vous voulez. Vous voyez, donc. Et du coup, il bloque la copie, et le directeur de l'établissement, à juste titre, ou un des responsables de l'établissement, à juste titre, qui est le premier chez a décelé les signes de dépression. Là, c'est l'enseignant qui décèle les signes de dépression. C'est ni la psychologue hospitalière, ni le pédiatre hospitalier. D'accord ? Appelle les parents en difficulté pour gérer cette situation n'en parlent pas à leur fille. Les parents appellent le pédiatre, et quand le pédiatre revoit la gamine, il met la situation entre les mains de la jeune fille, qui est à ce moment-là très en colère, parce que personne ne va en parler. Le pédiatre lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce texte ? Mais ne l'exploite pas plus. 3 semaines après, elle se défeneste. 3 semaines après, elle saute du 5e étage. Hématome extradural, polytraumatisé, fracture du bassin. Elle est encore dans notre service, elle s'en sort plutôt très bien. Et j'ai reçu le pédiatre qui a voulu prendre des nouvelles. Tout le monde était extrêmement choqué, traumatisé, vous imaginez le truc. Et à ce moment-là, le pédiatre me parle de ce devoir, et je lui dis, pourriez-vous me le donner ? Les parents ont fini par me le donner, et donc on commence à travailler avec la jeune fille sur ce devoir, parce que c'était sa seule demande. La demande, c'était un devoir de français, vous voyez. Où se logent les demandes. Vous comprenez, hein ? Donc, la crise suicidaire, évidemment, qu'elle l'a faite, et dans notre expérience, il faut entre 3 et 6 mois pour que ces adolescents nous disent, oui, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je pensais à me balancer par la fenêtre depuis des semaines, depuis des mois. Ils ne le disent pas juste après. Donc, la demande, elle est quand même souvent très difficile à percevoir. La demande d'aide, la vraie, elle est quand même souvent très difficile à percevoir. Et après, du côté de la demande d'aide, il y a le mot aide. Et ça concerne les professionnels, la question de l'aide. Et il faut pouvoir opposer des moyens à cette demande quand il y en a une. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de la demande quand elle est tout à fait authentique, elle peut l'être parfois. Exemple, ce devoir de français. Hein. C'était évident qu'il fallait exploiter ce document. Et les personnes, c'est un peu facile à beaucoup, hein, mais on peut penser que les personnes n'ont pas pris les moyens de traiter cette demande. Hein. Avec quels moyens on va donner de l'aide à un adolescent qui est dans cette difficulté ? C'est ça la question. C'est aussi la question des moyens techniques, les connaissances, l'expérience, mais aussi les moyens humains quand il faut hospitaliser quelqu'un le plus rapidement possible. Alors, je vous propose ces égalités. Pour moi, une plainte somatique qui se chronicise est une demande. D'accord ? Elle doit être traitée comme telle. Deuxième égalité, avoir mal quelque part constamment, c'est aller mal. D'accord ? Bon, c'est pas ce que dit l'ado, mais c'est ce que vous devez comprendre, à mon avis. Aller mal est également une demande. Il y a des adolescents qui ne peuvent pas faire de demande, et la seule façon pour eux de faire une demande, c'est de montrer qu'ils vont mal. Donc ils se scarifient, ils montent leurs bras. Enfin, un jour ils le montrent, un jour ils ne le montrent pas. Hein. C'est un peu compliqué à suivre des fois. Ou alors ils maigrissent. Ou alors ils grossissent énormément. Bon, parce qu'ils font des crises de boulimie et d'hyperphagie boulimique, comme on dit aujourd'hui. Et puis, dernière chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne fait pas exprès d'aller mal. Voilà. On ne fait pas exprès d'aller mal. Parce que finalement, il y a des parents qui prennent peur quand ils voient que leur enfant va mal, c'est tout à fait compréhensible, et ils ont envie de ne pas voir. Hein, ou ils se disent, bon, allez, tu fais du cinéma, ça va passer.
Donc on ne fait pas exprès d'aller mal. Aller mal est une demande. Avoir mal, c'est aussi aller mal. Et ça, l'adolescent ne le sait pas encore. Hein. Donc il faut l'aider à faire ce cheminement. Et toute plainte physique répétée, risquant d'entraver le parcours scolaire, est une demande. Alors, autre chose concernant le corps à l'adolescence, finalement c'est un objet très exploité, le corps des adolescents, dans toute une série de littératures psychanalytiques, psychodynamiques, et il y a des choses passionnantes qui ont été écrites sur le corps, mais c'est vrai qu'il est plus rare de trouver des psys qui sont confrontés quotidiennement au corps souffrant, au corps mutilé, au corps malade, au corps maltraité par ces adolescents. Et c'est pour ça que notre expérience institutionnelle, pas la mienne, mais celle des équipes, je veux dire, je ne suis pas tout seul dans ce bateau, nous permet peut-être parfois d'avoir une vision plus globale et un peu plus juste du rôle joué par le corps en tant que régulateur des émotions. C'est l'expression de Philippe Jamet, qui était, vous savez, professeur émérite, qui est professeur émérite de psychiatrie, qui était à la tête de l'Institut Nicolas-Simon-Saury, probablement un des services les plus réputés d'Europe, pour soigner l'anorexie mentale. Donc il en connaît un rayon sur ces corps maltraités, et donc dans certains de ses articles, il parle de corps régulateurs des émotions. C'est comment les adolescents vont utiliser leur corps pour gérer mieux leurs émotions quand ils sont débordés. Et moi, j'ai voulu aussi parler du corps monstrueux, puisque alors le corps monstrueux de Lemitor, ça c'est le corps persécuteur. Mais le corps monstrueux, c'est effectivement ce que j'ai voulu schématiser par cette illustration, qui est c'est une infirmière de mon service qui avait répondu à cette commande. Cette illustration, vous pouvez la trouver d'ailleurs dans un bouquin où j'avais écrit un petit texte sur l'école quand la folie prend le dessus, qui a été coordonné par le responsable de l'association Phobie scolaire. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut? Il y a un enfant qui a des yeux un peu exorbités, quand il voit le mot école, ça le sidère, on va dire. Mais il y a autre chose dans ce dessin, c'est qu'il y a une ombre projetée, et c'est celle d'un monstre. Parce que je pense, par exemple, chez ces enfants qui ont très peur d'aller à l'école, à mon avis, ils ont surtout peur de se séparer d'un milieu familial, hein. Mais l'école cristallise des tas de choses, mais ce n'est pas l'école le problème, à mon avis. Hein. Évidemment, ce n'est pas l'école le problème, c'est leurs angoisses le problème. Et donc, ils se vivent comme monstrueux, mais au sens étymologique du terme. Ils se vivent déformés, anormaux, voilà. Et donc, ils se vivent comme des monstres, même quand ils n'ont aucun problème physique, évidemment. Hein. Donc, ils se vivent comme tels. Et je crois qu'il faut aller jusque-là pour se mettre à leur place. C'est de ce niveau, à mon avis. Et plus récemment, j'ai coordonné dans une revue. Voilà, ça c'est la bonne. Et c'est le corps persécuteur, parce que finalement, avec ces adolescents qui ont constamment mal, on peut se demander si le corps finit pas par être un objet de persécution pour eux, si c'est hein, voilà. Comme un boulet qui sont obligés de traîner constamment. Et il faut aller jusque-là, encore une fois, pour se mettre à leur hauteur, à leur niveau de difficulté. Corps monstrueux, corps persécuteur. C'est des mots forts, mais je pense que ça traduit un peu plus justement ce qui se passe dans leur vécu personnel. Alors, je vais parler maintenant d'une étude que j'ai faite, une étude empirique à partir de tous les dossiers qu'on a reçus d'adolescents douloureux chroniques. Il faut savoir que la plupart de ces adolescents douloureux chroniques peuvent être tout à fait scolarisés, ils sont rarement décrocheurs quand on les prend en charge au début, et ils tentent d'aller à l'école tant bien que mal. Et vous pouvez donc en voir, et je pense que vous en verrez de plus en plus, parce que nous, en région parisienne, et même au-delà, parce qu'on prend un peu toute la France maintenant, parce que du coup, les gens parlent de ce qu'on fait, et on est un peu victime de nos succès, un succès qui n'est pas, je veux dire, qu'on n'a pas voulu au départ, hein. C'est à l'insu de notre plein gré qu'on a vu débarquer de plus en plus de consultations pour des jeunes douloureux chroniques, et à quel point moi je parle un peu d'épidémie, de pathologie émergente, parce que je ne savais pas que ça existait. Bon.
Et donc, on a pris 55 dossiers, on a fait des 3 statistiques, par exemple, vous voyez, on les a pris, 85% on les a pris entre 12 et 17 ans, donc on voit qu'il y a des préadolescents aussi, pas que des adolescents confirmés. Il y a un sexe ratio qui est de 7 filles pour 3 garçons, pas très surprenant, vu les statistiques générales sur les plaintes douloureuses. Et notre durée moyenne de séjour, c'est 8 mois. C'est pas rien. 8 mois, il y a le temps de récupérer du matériel clinique, de s'occuper de la famille, et de remettre ses enfants en situation scolaire. C'est-à-dire qu'on a un dispositif soins-études. Alors, on est un peu comme la clinique Air-sur-l'Adour. C'est chez vous, hein, c'est dans les Landes. Enfin, c'est près de chez vous, pardon, pas loin. Mais on a mis en place à Neuf-Moutiers, donc cette unité de double prise en charge, mais on les fait profiter de la scolarité. Et donc c'est très utile pour nous, parce que quand on dit aux parents, mais votre enfant, il va devoir rester plusieurs mois, les parents ils disent, mais est-ce qu'il y a l'école? Tout de suite, est-ce qu'il y a l'école? Forcément. Et on leur dit, oui, bien sûr, et ils vont commencer tout de suite d'aller à l'école chez nous. Au contraire, c'est très important pour nous, parce que ça nous permet d'affiner le diagnostic et d'aider l'adolescent et sa famille à cheminer dans la prise de conscience de la complexité de leur problématique. Alors, la sémiologie, elle est pas très compliquée. Donc en gros, c'est des jeunes qui ont mal à une articulation. Toutes les articulations peuvent être concernées et ces douleurs vont entraîner une impotence fonctionnelle, voire une grabbatisation au lit. On a vu un jour un garçon qui était 24 heures sur 24 dans son lit, il ne pouvait plus se lever. C'est dramatique. Hein. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sans mettre le pied dans le D'accord? La dernière qu'on a récupérée, elle venait de Nantes, 4 ans en fauteuil. Le pied montrait des signes de troubles vasomoteurs, parce que quand vous n'utilisez plus votre jambe, votre bras, ça crée des complications physiques. On peut même se faire des escarres si on ne bouge plus de son dos. D'accord? Très important. Les complications physiques sont secondaires parfois à la problématique, on va dire, somatopsychique. D'accord? Alors, donc toutes les articulations peuvent être concernées, mais ce qu'on repère dans tous les cas, c'est un événement corporel qui va être à l'origine, ou en tout cas qui va précipiter la douleur chronique. Cet événement, c'est la plupart du temps un traumatisme, bénin, une entorse. L'enfant est bousculé dans la cour de récréation, il tombe, il se fait mal à la main, etc. Ensuite, il y a une prise en charge médicale, puisque ce traumatisme physique crée une douleur aiguë. D'accord? Bon. Et la prise en charge médicale va s'intensifier parce que persiste une douleur qui n'est plus médicalement expliquée. Et souvent, ces jeunes vont donc être transférés, ou en tout cas adressés plutôt, à un centre douleur spécialisé dans la prise en charge de la douleur. Ces centres douleurs existent chez l'enfant depuis quelques décennies, mais pas depuis très longtemps. Le centre pilote, c'est l'hôpital Trousseau à Paris. C'est eux qui ont ouvert le premier centre douleur en France. Et en France, on avait pris énormément de retard, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les années 70, en tout cas dans certaines villes de province, c'est vrai à Grenoble par exemple, on opérait à cœur ouvert des nourrissons sans anesthésie. C'est-à-dire qu'on leur faisait une curarisation parce qu'on pensait que les enfants n'avaient pas mal. D'accord? Bon. Donc il y a une prise de conscience très tardive de cette question de la douleur chez l'enfant, même qu'on pensait que les enfants ne pensaient pas. Bon, il y avait très peu de compétences en général. Heureusement, Brazelton est passé par là, entre autres, Piaget, Brazelton. Mais voilà, ce que je dis, c'est très important parce que ces centres douleurs ont proposé une offre, en tout cas dans les centres très très équipés, une offre considérable qui traite autant évidemment les douleurs aiguës, les douleurs nécessitant des traitements très très lourds parce qu'il faut soulager les douleurs de cancer, après les opérations chirurgicales, suite à des délabrements, etc. Mais aussi des situations un peu plus complexes, c'est-à-dire des douleurs
peut-être d'origine psychogène, en partie en tout cas. Et ces centres douleurs sont limités dans leur action, parce qu'en général, c'est assez peu psychiatrisé, voire pas du tout. Il y a des psychologues qui travaillent dans ces centres douleurs, mais qui ne sont pas forcément formés à la psychopathologie grave, d'accord ? Personne n'est parfait, hein, ça dépend où on travaille. En fonction du lieu où on travaille, on se spécialise dans tel ou tel domaine, on ne peut pas tout savoir. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout addictologue, donc je ne connais rien en addiction, voilà, on ne peut pas tout savoir. Et donc, voilà, donc il y a une sous-estimation parfois de la problématique psy, et donc les centres douleurs qui travaillent avec nous à Paris ont compris qu'il fallait parfois envisager un regard plus psychopathologique et en tout cas s'intéresser à certaines dimensions que je vais tout de suite aborder. Et du coup, il nous adresse les cas les plus difficiles. Mais parmi les événements qui peuvent aussi provoquer chez certains enfants donc, les douleurs chroniques, il peut y avoir des actes médicaux programmés, un acte chirurgical, un acte médical, et à chaque fois, ce sont des actes qui sont réalisés pour des raisons qui ne sont pas du tout, qui n'engagent jamais le pronostic vital. Ça, c'est très important. Donc, voilà, c'est des événements corporels qui ne devraient pas, qui devraient évoluer toujours positivement. Ces enfants devraient toujours guérir très correctement de leur épisode corporel, ou de leur épisode infectieux, ou de leur épisode inflammatoire, et ce n'est pas le cas, il reste douloureux. Et puis, on voit arriver, donc, alors là, je vous ai fait la liste, et quand même, vous allez voir, hein, c'est sortes de café, la liste des appareillages, si vous voulez, qui évidemment accompagnent ces jeunes et leurs familles. Donc en général, ils sont au moins en fauteuil roulant à la première consultation, ils ont parfois des béquilles, ils ont parfois un siège-selle à la maison, parce qu'ils ne peuvent pas tenir assis. Vous savez, les sièges-selle, vous êtes un peu demi-assis, demi-debout, enfin bon, c'est une position intermédiaire. Vous n'êtes ni assis ni debout, voilà. Vous avez parfois des familles qui proposent à l'enfant, quand il y a un étage dans la maison, de faire ses besoins sur une chaise percée, tellement l'impotence est importante. Vous avez des familles qui proposent de mettre un babyphone à l'étage, comme ça l'enfant appelle ses parents quand il a besoin d'aide. Vous imaginez la régression. Hein. J'ai vu récemment une maman qui avait mis en place un chien d'assistance, donc un chien d'aveugle, pour sa fille, et que ce chien d'aveugle l'accompagnait à l'école, et ça la rassurait, et comme ça, si elle tombait, le chien pouvait avertir les proches, etc. Et ce chien l'accompagnait aux consultations à l'hôpital, et tout le monde trouvait ça normal. Bon. J'ai même vu une demande d'exosquelette. Vous savez, comme chez les militaires, ils ont des exosquelettes pour soulever des poids très importants. Bon, exosquelette aux membres, voilà, ou alors c'est aussi ce qu'on va proposer peut-être dans le futur, mais un futur très proche, à des patients paraplégiques. Hein, ça permet de soutenir le corps. Il y a des vêtements compressifs qui sont parfois imaginés pour ces patients. On change les établissements scolaires pour que l'enfant puisse trouver un ascenseur pour le monter à l'étage, etc., etc. Donc des appareillages invraisemblables. Et puis le plus grave peut-être, c'est des prescriptions d'opiacés, des prescriptions de dérivés de la morphine, totalement inefficaces, mais évidemment le risque, on le voit tout de suite, c'est le risque d'addiction. Bon. Il y a une gamine de 12 ans, on a prescrit dans un centre douleur parisien réputé récemment, pas celui que je vous ai cité, un autre, de la méthadone. Vous savez ce que c'est que la méthadone? On donne pour les héroïnomanes, pour les aider dans leur sevrage. Bon, c'est gravissime ce qui peut se passer dans la prise en charge de ces enfants. Et évidemment, en général, tous les parents demandent un dossier MDPH. D'accord? Donc, autre sujet important, les douleurs vont être rythmées par la scolarité, ça peut vous intéresser. En général, la douleur est un peu mieux supportée en période de vacances et un peu moins bien supportée, comme par hasard, quand il y a la reprise de l'école, ou quand il y a un contrôle, ou quand c'est le lundi matin. D'accord? Alors, quand on reçoit ces enfants, ils ne savent pas pourquoi ils ont mal, évidemment, les parents non plus, et finalement, la seule angoisse, la seule inquiétude qu'ils ont, pas forcément une angoisse, c'est une inquiétude, c'est qu'on ne trouve pas de diagnostic positif. D'accord? Aucun diagnostic n'est porté. Et ça inquiète.
Alors, il y a des recherches qui se font, il y a une errance médicale, ils voient les meilleurs spécialistes des services universitaires, de différentes spécialités pédiatriques, chirurgiens. Alors, j'ai parfois des chirurgiens qui m'appellent, de province. Je suspecte un cas un peu bizarre, qu'est-ce que vous en pensez? Parfois, les chirurgiens sont plus lucides que les psys. C'est intéressant quand même. Bon. Mais les chirurgiens sont des excellents cliniciens en général. Je pense que c'est pour ça. Et donc, du coup, c'est les chirurgiens qui m'appellent, c'est les neurologues qui nous appellent, les neuropédiatres, c'est les médecins de rééducation, parce qu'en service adulte, en rééducation adulte, quand on ne fait pas de la double prise en charge psy et médicale, avec ces patients, on va dans le mur. Bon. Et on risque de proposer des traitements très invasifs, de la morphine intratécale, des injections de morphine dans la colonne vertébrale, enfin on a tout vu, n'importe. Et puis on note quand même tout de suite le clivage chez ces patients. Je vais très bien, c'est mon corps qui va mal. Ah, bon, mon problème c'est mon fauteuil, mais sinon tout va très bien. Voilà ce qu'ils disent. Bon. Et effectivement, si vous allez voir un psy en cabinet, vous allez me dire, traitez votre problème médical, c'est pas psy. Parce qu'il y a une forme d'anosognosie, si vous voulez. L'anosognosie, c'est plus fort que le déni, c'est dans le corps que tout part. Donc il n'y a plus de conscientisation des problèmes. Tout part dans le corps. Alors, je voulais aussi rajouter l'influence de l'état émotionnel et la nature des relations individuelles, interindividuelles, sur l'expression de la douleur. L'expression de la douleur est très modulée par l'état émotionnel et la qualité des relations interindividuelles. D'accord ? C'est ce qu'on observe dans le service. Alors, maintenant, je vais aller peut-être à mes conclusions concernant les hypothèses qu'on peut faire pour ces enfants. En fait, je me suis intéressé depuis quelques années à la théorie de l'attachement, qui est très peu enseignée en France. En général, c'est dans les pays anglo-saxons que cette théorie est quand même la plus répandue, la plus utilisée. Et la plupart des auteurs anglo-saxons aujourd'hui qui ont pris de l'avance, on va dire, dans le domaine de la psychopathologie de l'adolescent, notamment Peter Fonagy, utilise depuis des années la théorie de l'attachement pour comprendre la réalité de ces patients et pour surtout proposer des traitements adaptés. Et c'est pour ça qu'on a découvert qu'effectivement, en s'inspirant de cette théorie de l'attachement, alors je vais la résumer rapidement, en gros, l'enfant doit être sécurisé quand il est tout petit, notamment, par ses parents, parce qu'un enfant tout seul ne peut pas gérer telle ou telle détresse, quand il a peur, quand il a faim, etc. Donc, il est en détresse, et cette détresse doit être prise en charge par les parents, et quand il est petit, pendant plusieurs années, c'est le contact corps à corps qui le sécurise le plus. Ce n'est pas le fait de lui parler uniquement, c'est surtout le fait de le prendre dans les bras. Et au fond, quand il est sécurisé, cet enfant, quand il n'active plus son système d'attachement, quand le parent l'a pris dans les bras, il peut manger, il peut faire des sourires, il peut être en interaction. Et ce n'est pas l'inverse. Un enfant qui n'est pas en sécurité ne mange pas. Ce n'est pas le fait de manger qui sécurise au départ, c'est le fait d'être pris dans les bras. D'accord ? Donc, cette sécurité de l'attachement fait qu'on a découvert dans la population générale, il y avait des enfants qui étaient normalement sécures, et puis qu'il y avait des enfants qui avaient un style d'attachement insécure. Alors, il y a deux styles d'attachement insécures. Il y a les enfants qui évitent de trop utiliser leur figure d'attachement, en général la maman, parce qu'ils ont compris que les réponses n'étaient pas forcément toujours adaptées, les plus adaptées possibles pour le sécuriser, donc ils sont, comme on dit, évitants. Puis une autre catégorie d'enfants insécures, ils ont également compris que leur maman n'était pas forcément toujours très sécurisante dans les moments de détresse, mais ils adoptent une autre stratégie, c'est qu'ils stimulent le plus possible la figure d'attachement pour qu'elle s'intéresse à eux et pour qu'elle réponde à ses besoins. Voilà. Et puis il y a un autre style d'attachement
qui est là beaucoup plus problématique, c'est l'attachement désorganisé. C'est des enfants qui sont élevés dans des configurations familiales où règne, on va dire, l'imprévisibilité, la peur, souvent aussi la violence, hein, des adultes, entre eux notamment. Et ces enfants ont un attachement qu'on appelle désorganisé, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune stratégie valide. Hein, et donc ils ne peuvent pas avoir toujours la même stratégie pour être à bonne distance de leur figure d'attachement. Et malheureusement, ces enfants-là vont développer toujours une psychopathologie, si vous voulez, hein, notamment à l'adolescence. Alors, nous, ce qu'on a repéré, et je reviens au douloureux chronique, c'est que, et c'est grâce aux familles et aux enfants que je rends hommage, parce que c'est eux qui m'ont tout appris, en fait, hein, je n'ai pas appris tout ça dans les livres, hein, on a découvert que le style d'attachement de ces enfants était toujours insécure, et l'autre particularité, c'est que c'est des enfants qui sont contrôlants par rapport à l'environnement. C'est-à-dire comme il y a des parents qui arrivent à dire, mais notre fille, c'est une tour de contrôle. Donc elle nous surveille en permanence, elle contrôle nos faits et gestes. Quand on a oublié d'aller chez le médecin, elle nous le rappelle, etc. Et donc ça veut dire quoi? C'est qu'en général, c'est des enfants contrôlants pédagogiques. Donc ils ont une insécurité d'attachement, et pour se sécuriser, eh bien, ils ont besoin de s'occuper d'un membre de leur famille. En général, c'est un des deux parents qui souffre toujours, dans notre série, hein, on en a vu à peu près 120, hein, d'un trouble mental. Voilà. Il y a toujours au moins un des parents qui souffre ou qui a souffert beaucoup d'une fragilité psychiatrique, hospitalisation, tentative de suicide, etc. Donc il y a évidemment ces problèmes ont entravé, si vous voulez, la qualité des interactions entre cette maman ou ce papa et cet enfant. Et ça a créé une atmosphère insécure où, justement, la maladie a pris une place très importante dans la famille. Bon. Donc on trouve toujours dans ces situations une psychopathologie parentale. Mais par contre, ce sont toujours, dans notre expérience, des parents bienveillants vis-à-vis de l'enfant. Ça, c'est très important. Hein. Et ils demandent des soins, ils sont bienveillants, ils veulent que ça s'arrange, et ils reconnaissent qu'ils ont été fragiles, ils se font suivre très souvent, ils ont été suivis, ils ont été hospitalisés, mais ils sont bienveillants. Même quand les parents sont séparés, ça c'est une autre particularité, même quand les parents sont séparés, ils viennent ensemble à la consultation. C'est très rare que les parents se fassent la guerre. C'est assez exceptionnel. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc on trouve un attachement contrôlant de type protecteur, et on voit que, élevé dans une atmosphère un peu insécurisante, eh bien, on risque toujours, vous et moi, si vous êtes dans un environnement très insécurisant, eh bien, vous risquez de rompre ce qu'on appelle l'homéostasie cérébrale. C'est-à-dire, l'homéostasie, c'est quoi? C'est un terme de Claude Bernard, ça veut dire l'équilibre, par exemple l'équilibre cardiaque. Vous avez une fréquence cardiaque qui bat en général toujours au même rythme. Si vous avez très peur, tout d'un coup, votre cœur va s'emballer. D'accord? Et là, vous rompez votre homéostasie intérieure. Donc, il y a un équilibre qui s'installe entre le corps, le niveau de stress, le contrôle conscient, etc. Et donc, si cet équilibre est rompu, on risque d'avoir un stress, mais ce stress peut gagner, si vous voulez, certaines parties du corps. Hein. Et là, je pense qu'il y aura des recherches qui vont être menées, je pense, dans les prochaines années, pour connaître mieux l'impact psychosomatique, si vous voulez, de ce stress chronique. Bon. Donc, je pense que dans ces situations, la puberté est sûrement un facteur précipitant par rapport à la découverte de la révélation de cette problématique de douleur chronique. L'anxiété sociale est aussi un facteur précipitant, c'est pour ça que l'enfant qui va à l'école est exposé à un stress lié aussi à l'école, mais c'est un stress normal, mais il est exposé en plus à ce stress-là, et que l'événement corporel, et ça c'est mon idée, mais voilà, je vous donne mes hypothèses, hein, c'est ça. Mon idée, c'est que l'événement médical, vous savez, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, il y a un événement médical, il y a une bousculade, une blessure, un traumatisme, ou un acte médical qui est programmé. L'événement médical va faire que l'enfant, tout d'un coup, va essayer d'inverser les rôles avec le corps médical. C'est-à-dire qu'il va essayer de retrouver une place d'enfant, d'accord,
va essayer de retrouver une place d'enfant qui a des besoins. Et la douleur, dans la théorie de l'attachement, est un des meilleurs signaux pour dire à l'environnement « occupez-vous de moi ». On est d'accord. Les parents sont inquiets quand l'enfant a mal. Ils font tout pour que l'enfant ait du mal. Ça, c'est un signal que les parents comprennent toujours. Et l'enfant découvre qu'à travers la prise en charge médicale, il peut essayer d'inverser les rôles. Voilà. Et donc, l'autre hypothèse que je fais, c'est que finalement, l'expression de sa douleur va l'aider à moduler l'activation du système d'attachement. Autrement dit, si le système d'attachement est tout le temps trop activé, pour baisser le seuil de niveau de déclenchement de ce système d'attachement, on exprime la douleur. Et donc, l'entourage se rapproche de l'enfant, essaie de soigner l'enfant, l'entourage et le corps médical, c'est très important. Et donc, l'enfant va essayer de moduler l'activation de son système d'attachement via l'expression de sa douleur. D'accord? Donc, pour finir, il faut que je finisse, je pense que il faut davantage, à mon avis, s'intéresser à la théorie de l'attachement si on veut comprendre les termes fonctionnels. Et nous, on a un peu découvert de façon empirique, et je suis en train de reprendre la littérature internationale, et c'est quelque chose qui est déjà connu. En général, quand on s'intéresse aux adultes qui ont des plaintes fonctionnelles chroniques, c'est déjà connu qu'il faut s'intéresser à l'enfance de ces patients et aussi à la qualité de l'attachement de ces patients quand ils étaient plus jeunes. L'autre conséquence que ça a, c'est que si on veut, nous, agir pour que l'enfant ne se détruise pas avec ses douleurs, parce que les douleurs peuvent avoir des conséquences redoutables, sociales, médicales, on les drogue, on leur donne des traitements non efficaces, on les rend dépendants, etc. Eh bien, il faut cibler, évidemment, la question du stress chronique chez ces enfants, et dans les cas les plus difficiles à traiter, le seul médicament qui semble pour moi avoir une efficacité, on va dire intéressante, c'est les antipsychotiques de nouvelle génération à petite dose. La risperidone, l'olanzapine, la gamine qui vient de 17 ans quand même, cette jeune fille, qui vient de Nantes, qui avait 4 ans de gravatisation. Elle a eu des soins 6 mois dans notre institution. J'ai fini par lui donner un antipsychotique de nouvelle génération. En 2 mois, elle remarchait. Elle vient de sortir. Donc il y a quand même des questions à se poser, encore une fois, sur la qualité du stress chronique que vivent ces jeunes, l'impact positif que peuvent avoir ces traitements, et surtout le fait de considérer que c'est des problématiques complexes qui nécessitent différents regards. Et puis enfin, je voudrais dire que le risque majeur pour moi, c'est que les parents soient dans une quête d'un diagnostic médical qui pourrait tout expliquer, donc il ferait l'économie totalement de toute la dimension psychopathologique, évidemment, la dimension de souffrance psychique, même si vous voulez. Et ces parents, il n'en existe pas beaucoup, mais il en existe quand même, et parfois ils croisent la consultation d'un gourou, d'un médecin réputé, qui a pignon sur rue, et qui va coller des étiquettes médicales dangereuses, parce qu'elles ne sont pas du tout vérifiées. Et notamment, on est envahi de faux diagnostics, le syndrome d'Ehlers-Danlos, je ne sais pas si ça vous parle. Bon. Autre chose qui vous parlera peut-être, c'est que souvent ces enfants viennent avec 1, 2 ou 3 étiquettes qu'on va être amené à critiquer, parce qu'on n'est pas politiquement correct. C'est le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une hyperlaxité des articulations, mais en réalité c'est une maladie génétique. Donc ces enfants n'ont pas ce syndrome. Le diagnostic de haut potentiel intellectuel. Et le troisième diagnostic, c'est mon enfant a été harcelé. Et ça explique. Donc vous avez 1, 2 ou 3 qui sont pour moi des faux diagnostics, parce que d'abord, ce n'est pas des diagnostics psychiatriques, et même ça ne devrait pas être un diagnostic, si vous voulez. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique. Donc si vous n'avez pas la preuve génétique, vous n'avez pas la maladie. Le diagnostic d'HPI, c'est ça, un diagnostic psychiatrique, on est d'accord. Il vaut mieux être intelligent dans la vie que bête, non? On a dit. Bon. Et puis, les études scientifiques sérieuses prouvent de toute façon
que les enfants très intelligents, ils n'ont pas forcément plus de problèmes psycho-affectifs que les autres. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, je le défends bec et ongle parce que ça fait des ravages collatéraux terribles chez les enfants. Et, troisième chose, enfin, le HPI, syndrome de l'Hermann et harcèlement. Harcèlement, je terminerai par là. Le harcèlement, bien sûr, ça peut exister. Il faut lutter contre l'injustice, il faut que les auteurs soient punis. On est d'accord. Mais la plupart de ces enfants, en réalité, ils sont très mal dans leur corps, ils sont très mal dans leur peau, ils ne vont pas bien, ils sont insécures, et ils ont du mal à se faire des amis, parce qu'ils sont insécures. Vous savez que dans la théorie de l'attachement, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, il y a un moment très important qui s'appelle l'adolescence, et qui va faire que l'adolescent doit créer des liens d'attachement avec ses pairs. Il doit trouver parfois une sécurité auprès de ses pairs. Ceux qui n'arrivent pas à le faire risquent peut-être plus que les autres de se sentir malmenés par leurs pairs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Docteur Girardon, nous vous écouterions pendant des heures. C'est gentil. Voilà. Il nous reste, du coup, enfin, je crois qu'il fallait que vous alliez au bout de votre exposé. Il nous reste une dizaine de minutes pour quelques questions venant de la salle, avec des réponses qui tiendront dans les 10 minutes. Donc voilà. C'est cool. Je vais quand même faire une petite remarque. Nous faisions Paris, je le disais tout à l'heure, que votre exposé nous éclairerait à plus d'un titre sur la demande qui nous est adressée à nous autres, psychologues d'éducation nationale. On peut considérer que ce pari est tenu parce que c'était passionnant. Merci. Donc, allez-y, n'hésitez pas. 10 minutes, ne perdons pas de temps. Une question là-bas, oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez insisté sur le rôle des parents, le lien avec les théories de l'attachement. Je me posais la question sur le travail avec une famille que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez les intégrer dans tout ça. Alors, il est essentiel, et effectivement, quand les parents déjà, on les rencontre pour la première fois, c'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant pour eux, ils sont perdus, ils ne savent plus comment aider leur enfant, et du coup, ils acceptent notre idée d'une double prise en charge, et ils acceptent l'idée que leur enfant voit un psychiatre. Mais dès la première consultation avec le médecin de rééducation, je suis présent. Et donc, ça donne un aspect plus contenant à la prise en charge, et ça évite un peu les limites et risques de clivage entre le psy et le somatique. Voyez, bon. Donc, on fait très attention à ce qu'ils vont dire, parce que d'abord, c'est eux qui nous ont aussi tout appris de ces pathologies, à condition de savoir les écouter, savoir respecter leurs difficultés et leurs souffrances, et savoir être ouvert à toutes ces particularités sémiologiques qu'ils observent, eux, depuis des années parfois. D'accord ? Donc, on les voit tous les mois en entretien familial, de façon conjointe, le médecin de rééducation et le psychiatre. Et on a un contact téléphonique. En plus, ils ont besoin d'être soutenus parce qu'ils se posent des questions, ils sont inquiets, etc. Et je pense que les familles, elles changent leur regard sur les difficultés de leur enfant, et elles sont surtout rassurées quand elles voient que les soins sont efficaces. Si on n'est pas efficace, ils ne peuvent pas aller mieux. On est d'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit efficace et que l'enfant puisse dire au bout de 2 mois, je me sens mieux, j'ai moins mal, je bouge mieux, etc., etc. Je ne vous ai pas parlé de toutes les approches pluridisciplinaires, mais il y a des techniques de kiné qui sont très spécifiques, et il faut que ce soit des kinés très rodés à ces problèmes-là. Évidemment, les kinés de ville ne peuvent pas faire ça en général, ils ne savent pas ce que c'est. Encore une fois, nous avons tout appris grâce à ces patients et à leurs familles. Je le répète, c'est important. Donc oui, il faut absolument prendre en charge ces familles de façon sérieuse et travailler sur les interactions, mais la plupart du temps, quand ils sentent qu'on sait un peu des choses et qu'on a un peu de recul sur la question, déjà ça les rassure. Voyez. Une autre question ? Oui, bonjour. Je trouve qu'en entretien, on rencontre beaucoup et de plus en plus dans l'adolescence qui sont
anxieux et qui, pour la plupart, ce sont lesquels d'ailleurs, ont été chez le médecin traitant et ont déjà à 16-17 ans un traitement anxiolytique, antidépresseur, somnifère, etc. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est sans qu'il y ait eu une investigation ou une mise en place de pistes thérapeutiques, qu'elles soient psychologiques, avec la famille ou autres. Et je voulais savoir quel est votre point de vue et où en est aussi la formation des médecins sur ce sujet-là. Alors ça, c'est un sujet extrêmement vaste. Mais je pense qu'il faut, par rapport au sujet, encore une fois, des plaintes somatiques inexpliquées qui durent dans le temps et qui risquent d'entraver la scolarité et la vie sociale de l'adolescent, c'est toujours un signe d'alarme par rapport à un malaise psychique qui n'est pas reconnu ni par l'adolescent et parfois pas par la famille non plus, parce que c'est compliqué de se dire que son enfant va mal. On peut se mettre à la place des parents. Et donc, et même après une tentative de suicide, il y a des parents qui disent, même quand elle est très grave, la tentative de suicide, il y a des parents qui disent, le corps va mieux, il peut revenir à la maison, ça ira mieux après. Alors qu'on repère toujours quand même une pathologie si grave, quand on fait une tentative de suicide très grave, il y a toujours au moins une dépression majeure qu'il faut traiter. Alors, moi, ça ne me choque pas si on donne certains traitements. L'important, c'est de savoir les manier, ces traitements. Il y a des tranquillisants qui sont contre-indiqués chez l'adolescent, toutes les benzodiazépines, tous les somnifères que prennent les adultes sont à proscrire, absolument, parce que ça entraîne des dépendances. Par contre, les antipsychotiques dont je vous ai parlé ont un mode d'action qui est plus naturel par rapport aux neurotransmetteurs, de même que certains antidépresseurs ont finalement un mode d'action beaucoup plus naturel aussi. Mais seulement, c'est un métier de pouvoir prescrire ces traitements, je suis d'accord avec vous, et il faut être formé. Là. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, pendant tout le long de la présentation, je pensais à un élève que je suis, entre guillemets, donc faire se peut depuis 1 an et demi, qui, depuis l'été, pas celui-là mais celui d'avant, a des douleurs continuellement dans son corps. Alors, il y a eu une investigation médicale qui n'a pas abouti. Mais les parents ne sont pas du tout dans l'errance diagnostique, ne sont pas du tout dans une recherche, puisque les parents ont une hypothèse plutôt en lien avec leurs croyances religieuses. Et donc ne souhaitent pas du tout que l'enfant rencontre psychiatre, etc. L'enfant, lui, n'adhère pas à ces croyances-là. Et le dialogue n'est pas rompu, les parents sont là, mais ne cherchent pas à investiguer la sphère psychosomatique. Et donc, moi, c'est un jeune que j'ai l'impression qu'il n'évolue pas, voire il se dégrade. Les parents alors viennent nous voir plutôt pour le côté ultra-scolaire. Et le jeune reste avec ses douleurs. Et là, il est pris en charge dans un service d'aide interculturelle. Mais pour moi, ça ne relève pas du tout d'interculturel, ça relève plutôt de ce que vous décrivez. Et c'est vrai que les parents, en tout cas, je reconnais le jeune dans votre description, mais je ne reconnais pas vos parents. Alors quel est... D'accord. Et donc ma question, c'est, est-ce que vous avez déjà été confronté peut-être à ce genre de... Oui. Alors oui, une fois, on avait pris en charge un jeune qui avait dévissé sur le plan somatique, il faisait des tas de complications somatiques suite à un geste chirurgical bénin, et les parents ont confié leur enfant à un exorciste juste après l'hospitalisation. Mais c'était des parents avec lesquels on était très en alliance, et l'enfant était resté de nombreux mois malgré tout hospitalisé. Et ils acceptaient très facilement que je vois cet enfant, moi psychiatre. Bon. Je vais vous répondre par rapport aux parents. Les croyances, quelles qu'elles soient, les fonctions des croyances, c'est de rassurer. Même si c'est des croyances délirantes, ce qui n'est peut-être pas le cas de ses parents, on a le droit d'avoir des croyances religieuses, mais la fonction de toute croyance, de toute conviction, c'est de rassurer. Ce sont des actes qu'on pose quand on croit fortement à quelque chose. Donc, que ça soit une croyance religieuse, que ça soit la croyance dans un diagnostic imaginaire, c'est la même chose pour moi, si vous voulez. Et donc, ce qui manque peut-être à cet enfant, c'est un espace institutionnel plus neutre que celui des parents, que celui de la famille. Et c'est notre force, on peut les garder très longtemps. Ils font des tas de rencontres, ces enfants, et du coup, ils peuvent petit à petit procéder à ce fameux
processus de séparation-individuation qui a été autant développé notamment par Philippe Jamet dans l'intérêt du travail institutionnel, c'est qu'à distance, un peu à distance de ses parents, on arrive à s'occuper de soi. Les patients qui ont le meilleur pronostic, et quand ils arrivent à parler d'eux à la fin de la prise en charge, ils disent « j'ai appris à m'occuper de moi ». J'ai appris à m'occuper de moi. Probablement que derrière, quand même, les parents que vous décrivez, il y a eu des pathologies. Ça, on ne le sait pas. Mais si on ne pose pas la question, ils n'en parlent pas. Et quand ils sentent qu'on pose très rapidement les bonnes questions et qu'on oriente tout de suite l'entretien dans la bonne direction, eh bien, je pense que ça les rassure, parce qu'ils sont reconnus comme parents ayant eu des souffrances, et ces souffrances ont pu avoir un effet direct ou indirect sur la sécurité de l'attachement de leur enfant. Évidemment, on ne le fait pas en les accusant, parce que pour les parents non plus, ils n'ont pas choisi d'aller mal. On est d'accord. Alors, une question et une réponse dans les 2 minutes qui nous restent, n'est-ce pas? Sinon, on va empiéter et on va être en retard aux visites d'entreprise cet après-midi. Question. On ne mange pas. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais poser une question. Ah, en fait. désolé. Ouais. En fait, est-ce que vous utilisez le MDR dans le cadre des... C'est là que... Je suis là. Vous êtes où? Voilà. Ok. Est-ce que vous utilisez le MDR dans le cadre du suivi auprès de ces types d'enfants, quoi, voilà. Alors, pas nous, mais en général, les enfants ont tout essayé. Voilà, ils ont tout essayé. Et l'hypnose en particulier, qui est très pratiquée aussi dans les centres douleurs. Donc, certains ont eu des techniques telles que celles que vous citez, mais voilà, rien ne marche. Très bien. Alors, je propose que vous posiez la question et que si le docteur Gérard n'en a pas le temps d'y répondre, oui, on restera sur la question. Oui. Voilà. Moi, Vous viendrez me voir après. Voilà. À la pause. moi, je travaille dans le premier degré et j'ai une observation un peu empirique, mais ces refus en culture scolaire, j'ai l'impression qu'ils se développent actuellement avec des enfants de 8-9 ans. Bon, et moi, ma question, ça c'est une observation, mais ma question c'était ce qui concerne la relation pédagogique dans votre centre. Quel type de travail est fait pour retravailler la relation avec le scolaire, le lien entre le pédagogique et le thérapeutique, et le lien aussi vers le retour vers l'établissement scolaire. Oui. Alors c'est notre spécialité, je n'avais pas le temps d'en parler, je voulais surtout vous parler clinique. C'est un système soins-études, et donc c'est des enseignants de l'éducation nationale, c'est des classes à petit effectif. Et quand l'élève a trop peur d'être sanctionné par des notes, par des contrôles, on a un groupe à pédagogie spécifique où l'enfant n'est pas noté. Et on fait une reprise scolaire, donc parfois très très progressive, pour éviter que l'enfant décompense immédiatement dès la reprise scolaire dans le centre. Il y a des relations professionnelles entre enseignants et soignants, il y a des réunions ad hoc pour faire ce travail. Et après, bien sûr, on essaie la reprise scolaire dans l'établissement d'origine, et on attend comme critère de sortie que l'enfant soit totalement guéri sur le plan physique. Totalement guéri. On pense que c'est à ce prix-là que l'enfant doit sortir du centre. Bien, avant la pause de 5 minutes, pas plus, je vous parle en 2 mots du livre du docteur Gérard qui vient de sortir. Coordonnées, hein. Voilà, coordonnées. Alors, corps de l'adolescent, corps souffrant, corps persécuteur, je crois qu'on comprend mieux ce titre après son exposé. Encore merci. Merci à vous.